It took a long while for me to really fall in love with this man. But once there, I could never turn away from him. His pain became my pain. His joy became my joy. Il était un très bon partenaire dans la vie et celui à qui il a dédié la chanson Love of My Life. Depuis le décès de Mercury en 1991, Mary Austin vit dans sa maison bien-aimée de Londres, Garden Lodge. Elle a hérité de la maison et de tout son contenu selon sa volonté. Pourtant, à 73 ans, Mary Austin brise son silence et choque le monde. Qui est Mary Austin? Mary Austin, née à Fulham, Londres en 1951, est connue comme l'ancienne fiancée et confidente de toujours de Freddie Mercury. Mary a été élevée par ses parents sourds et communiquait avec eux par la lecture labiale et le langage des signes, qui constituaient une partie particulière de son éducation. Malgré la fin de la relation amoureuse entre Mary et Freddie lorsqu'il s'est révélé gay, leur lien est resté incassable. Freddie appelait fréquemment Maria « mon véritable amour » et elle l'a accompagné jusqu'à sa mort en 1991. Bien que Maria n'ait pas participé à la réalisation du film Bohemian Rhapsody de 2018, elle aurait donné son approbation au film. Son lien durable avec Freddie Mercury et sa vie discrète au Garden Lodge, la maison qu'il lui a laissée, ont fait d'elle une figure mondialement admirée et fascinante parmi les fans de Queen et les mélomanes. Comment Freddie Mercury a-t-il fini par sortir avec Mary Austin ? En 1960, un an avant que Mercury ne se forme avec ses camarades Brian May, Roger Taylor et finalement John Deacon Quinn, Freddie Mercury entame une relation remarquable avec Mary Austin. Mercury, né Farrokh Bulsara en Tanzanie en 1946, a déménagé au Royaume-Uni avec ses parents dans les années 1960. Mary Austin est née en 1958 dans une famille à faible revenu du quartier de Battersea, au sud de Londres. Elle était la fille d'un fabricant de papier peint et d'une femme au foyer. Leurs deux parents étaient de sourds. Ils se sont rencontrés pour la première fois lorsque Mary travaillait dans la célèbre boutique londonienne Bebar. Près de Kensington, Mercury, qui venait de terminer ses études d'art, travaillait dans un stand de vêtements. Au début, Austin hésitait face à la personnalité parfois plus grande que nature de Mercury. Mais ils se sont rapidement mis en couple et ont vécu ensemble dans un petit appartement pendant que Mercury poursuivait sa carrière d'enregistrement. « Il ne ressemblait à personne que j'avais jamais rencontré », a déclaré Austin à OK, revue. Il était très persuasif et je n'ai jamais été gêné. Nous avons fait équipe. Je pensais qu'il était génial et c'est parti de là. Mark Blake, auteur de Est-ce la vraie vie? L'histoire inédite de Freddie Mercury et Queen a remarqué que vous sembliez terre à terre. Je suppose qu'ils se sont réunis assez rapidement. Ils ne se connaissaient que depuis quelques mois et vivaient déjà ensemble. Lorsque Mary Austin a travaillé pour la première fois avec Freddie Mercury, il n'avait pas encore atteint une renommée internationale et son style de vie était loin d'être glamour. Les deux vivaient dans un petit appartement d'une chambre et faisaient des choses ordinaires, tout comme les autres jeunes. Mais elle a progressé dans sa vie personnelle et dans la carrière de Mercury. Bien qu'ils aient commencé à vivre ensemble presque immédiatement, Austin avait d'abord mis du temps à s'impliquer avec Mercury. Il m'a fallu environ 3 ans pour tomber amoureux, mais je n'ai jamais ressenti cela envers personne auparavant. Le groupe Queen de Mercury a également signé son premier contrat d'enregistrement en 1972 et a connu son premier succès. Le couple a eu la possibilité de déménager dans un appartement plus grand. Cependant, ce n'est que lorsque Mary Austin a vu son petit ami se produire dans son ancienne école d'art qu'elle a réalisé que sa vie allait changer pour toujours. Quand elle l'a vu jouer devant un public enthousiaste, elle a pensé que Freddie était aussi bon sur scène que je ne l'avais jamais vu auparavant. Pour la première fois, j'ai pensé que c'était une star en devenir. Austin était convaincue que son nouveau statut de célébrité amènerait Mercury à la quitter. Elle a essayé de s'enfuir et de le laisser avec ses fans adorés lorsqu'elle l'a vu se produire à l'école. Mais Mercure courut immédiatement après elle et refusa de la laisser s'échapper. Mary Austin a souligné qu'elle avait réalisé à partir de ce moment. « J'ai réalisé que je devais l'accepter et y contribuer. Quand tout s'est mis en route, je l'ai vu s'épanouir. C'était agréable à voir. J'étais tellement heureuse qu'il veuille rester avec moi. » Queen est rapidement devenue une superstar, avec Mary Austin toujours aux côtés de la chanteuse. La demande en mariage de Freddie était une surprise. En 1973, le couple a déménagé dans un appartement plus grand, sur Holland Road, à Londres. L'année de la sortie de son premier album, Freddie a fait une proposition inoubliable et ludique à Mary. À 23 ans, il m'a offert un gros coffret pour Noël. Il y avait une autre boîte là-dedans, puis une autre, et ainsi de suite. C'était comme si c'était l'un de ces jeux ludiques. Enfin, dans la dernière petite boîte, j'ai trouvé une magnifique bague en pierre de jade, a déclaré Austin au Daily Mail en 2013. Austin a demandé à Freddie sur quelle main elle devait porter la bague, sans savoir ce qui s'était passé. Il répondit avec sa main gauche et lui demanda si elle voulait l'épouser. « Je suis choqué. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais.
J'ai juste murmuré « Oui, je le ferai ». Le profil de Queen s'est développé au cours des années suivantes avec la sortie des albums 1970-5 et A Night at the Opera en 1970-5 qui comprenèrent la ballade Love of My Life, soi-disant écrite pour Austin. À mesure que la renommée du groupe grandissait, la notoriété de Freddie grandissait également. Ses cheveux sauvages, son large sourire, ses costumes flamboyants et ses performances campagnardes, ainsi que sa voix impressionnante de près de 4 octaves, ont attiré des publics du monde entier pour voir Queen. Mais elle ne sera jamais officiellement l'épouse de Freddie Mercury. Leur romance avait alors atteint son apogée. En lui dédiant la chanson Love of My Life, Mercury avait déclaré au monde son amour pour Austin. Ils étaient fiancés. Queen avait connu un énorme succès international et l'époque où le couple partageait un appartement limité d'une chambre semblait révolue depuis longtemps. Austin pensait que Mercury était gay et non bisexuel. Mais alors que la carrière de Mercury atteignait son apogée, leur relation commença à se désagréger. Après près de 6 ans avec le chanteur, Mary Austin a réalisé que quelque chose n'allait pas. Même si je ne voulais pas l'admettre pleinement, a-t-elle expliqué. Au début, elle pensa que la nouvelle fraîcheur entre eux était due à sa nouvelle gloire. Quand je rentrais du travail, il n'était tout simplement pas là, décrit-elle. Il est rentré tard, nous n'étions tout simplement plus aussi proches qu'avant. L'attitude de Mercury à l'égard de son mariage avait également radicalement changé. Il a répondu non lorsqu'elle lui a demandé prudemment s'il était temps d'acheter sa robe et elle n'a plus jamais reparlé du sujet. Elle ne voulait pas être la femme de Freddie Mercury. Elle a décidé d'en parler à Freddie. Je lui ai dit que quelque chose se passait et je me sens comme une bûche sur la jambe de ton mari. Je pense qu'il est temps pour moi de partir. Mais Austin a constaté que leur relation se refroidissait à l'époque où le groupe connaissait un succès incroyable. Mercure a insisté sur le fait que tout allait bien. La plupart du temps, Freddie rentrait à la maison de plus en plus tard et Austin pensait avoir une liaison avec une autre femme. Cependant, en 1976, il décide de lui parler de ses sentiments sexuels en développement puisqu'il est déjà une star internationale. Austin a déclaré au Daily Mail « Je n'oublierai jamais ce moment. Un peu naïf, il m'a fallu du temps pour réaliser la vérité. Puis il m'a finalement dit qu'il était bisexuel. Je me souviens lui avoir dit à l'époque « Non Freddie, je ne pense pas que tu sois bisexuel. Je pense que tu es gay. » Lorsque leur relation physique a pris fin, Austin a emménagé dans un appartement à proximité que la société d'édition musicale de Mercury avait acheté. Ça pour elle. Malgré ce changement, elle reste intégrée au cercle élargi du groupe. Elle a fait un tour avec eux. À la fin des années 1970, ils n'étaient plus en couple, explique le biographe Blake, et il existe des photos d'eux dans les coulisses de concerts. En fait, Freddie était un homme gay, une partie très fascinante de son histoire. À un moment donné, ils ont vécu en couple. Elle pensait qu'il se marierait, mais elle a ensuite dû accepter qu'il couche avec des hommes. Cependant, ils sont restés très amis pendant si longtemps, mais elle faisait partie de l'entourage du groupe parce qu'elle faisait partie de son entourage. Elle était la personne la plus importante du cercle. Mercury a admis s'être senti soulagé après avoir dit la vérité à Mary Austin. Le couple a annulé leurs fiançailles et Austin a décidé de déménager. Cependant, Mercure ne voulait pas la laisser déménager loin et il lui a acheté un appartement près du sien. Dans une interview en 1985, le chanteur a déclaré « La seule amie que j'ai est Mary, et je ne veux personne d'autre ». Bien que leur relation ait changé, le chanteur a continué à n'avoir que des sentiments chaleureux pour son ancienne petite amie. « On croit en nous, ça me suffit ». Bien que Cameron se soit toujours senti éclipsé par Freddie, Cameron a finalement disparu de sa vie et a eu 2 enfants avec le peintre Pierce Cameron. En revanche, Mercury a eu une relation de 7 ans avec Jim Hutton, mais le chanteur a expliqué plus tard « Tous mes amants m'ont demandé pourquoi ils ne pouvaient pas remplacer Mary. Mais c'est tout simplement impossible. Austin était resté avec lui jusqu'à sa mort. Le style de vie des rockstars, alimenté par la toxicomanie et les relations sexuelles aveugles, a été témoin de Mercury à Austin. Pendant ce temps, Austin suivait son propre chemin. Avec Pierce Cameron, elle a eu 2 fils, Richard, dont le parrain était Mercury, et Jamie, né peu de temps après la mort de Mercury. Après un divorce de 5 ans, son mariage avec l'homme d'affaires Nick Holford a pris fin, même si elle n'a jamais épousé Cameron. Austin n'est jamais resté longtemps hors de la vie de Mercury, malgré l'évolution de sa vie personnelle. Dans les années qui ont précédé sa mort, elle aurait travaillé pour sa société de gestion et était présente de manière constante. Lorsque Mercury a reçu un diagnostic de VIH en 1987, il n'existait aucun traitement efficace contre le virus. Le 24/4, il succomba. Complications liées au sida à partir du 11 novembre 1999. Jim Hutton et Mary Austin ont tous deux soutenu Freddie Mercury lorsqu'il est tombé malade du sida en 1987. À cette époque, aucun remède contre la maladie n'existait et Austin et Hutton ont pris soin de lui de la meilleure façon possible.
chemin. Austin se souvenait d'elle assise à côté du lit pendant des heures chaque jour, qu'il soit éveillé ou non. Il s'est réveillé, a souri et a dit « Oh, c'est toi, vieille loyauté !» Quand il est tombé malade, il l'a gardée près de lui, dit Blake. Elle a reçu la maison et une partie des droits d'édition et a été si bien prise en charge dans le testament qui en dit long. En fait, il l'a souvent quittée, comme s'il la laissait à sa veuve. Maria était probablement douée pour le mettre au sol. Elle était là avant l'argent, avant la célébrité et jusqu'au bout. Alors qu'Austin revient sur la mort de Mercury, elle dit qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle pensait être son amour éternel. « Quand il est mort, j'avais l'impression que nous étions mariés », a-t-elle dit. D'accord. Dans les bons et les mauvais moments, la richesse et la pauvreté, la maladie et la santé, nous avons traversé tout cela. Freddie n'aurait jamais pu lâcher prise s'il n'était pas mort, et même à ce moment-là, c'était difficile. Austin a soutenu la décision de Mercury de garder secrète la nature de sa maladie jusqu'à peu de temps avant sa mort. Il lui a également confié le soin de recueillir ses cendres et de les déposer dans un lieu privé, qu'elle garde secret jusqu'à ce jour. Avant de retirer discrètement ses cendres de la maison où il est décédé, Austin a attendu 2 ans pour honorer ses vœux. De nombreux meubles choisis par Mercure entourent cette maison où elle vit toujours. Austin a déclaré au Daily Mail qu'il ne voulait pas que quiconque essaie de le déterrer, comme cela s'est produit avec certaines personnes célèbres. Les fanatiques peuvent être très obsédés. Il voulait que cela reste secret, et c'est comme ça que ça se passera. « J'ai perdu quelqu'un que je pensais être mon amour pour toujours », a déclaré Austin, même si les circonstances de leur relation étaient inhabituelles. Cela a montré que l'amour vient souvent de 2 âmes sœurs qui se font confiance, prennent soin l'une de l'autre, croient l'une en l'autre et partagent une parfaite compréhension l'une de l'autre. Austin était à ses côtés lorsque Mercury est décédé d'une pneumonie bronchique liée au sida en 1991 ans, à l'âge de 45 ans, comme il l'avait été pendant une grande partie de sa vie d'adulte. Mary Austin a-t-elle eu des enfants? Mary Austin a 2 enfants avec son premier conjoint, Pierce Cameron. Le couple a eu des fils, Richard et Jamie, pendant leur séjour ensemble. Freddie Mercury était le parrain de Richard, qui était proche de Mary et de sa famille jusqu'à sa mort prématurée. Mary et Pierce ne se sont jamais mariés, mais leur relation a duré jusqu'au début des années 1990. En 1998, elle épouse l'homme d'affaires Nicholas Holford, mais leur mariage se termine par une procédure de divorce en 2000. Malgré ces bouleversements dans sa vie personnelle, le lien durable qui unissait Mary à Freddie et leur vie commune se sont poursuivis. Où est Mary Austin maintenant? Après la mort de Freddie Mercury, il a été révélé qu'il avait légué la moitié de sa fortune de 70,5 millions de livres sterling à Mary Austin, y compris son manoir géorgien bien-aimé à Kensington qui valait 25,5 millions de livres sterling. Malgré des visiteurs réguliers dans la propriété, Mary continue de vivre tranquillement. L'intérieur du manoir de 28 pièces magnifiquement décoré a peu changé depuis l'époque de Freddie. Mary, qui a personnellement conçu l'intérieur avec des meubles Louis XV pour Freddie, n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. Mary a annoncé qu'elle mettrait aux enchères un 500 biens de Freddie en 2023, y compris des costumes, des instruments et des paroles de chansons manuscrites. Ce fut une décision surprenante qui a choqué les fans de Queen du monde entier. Mary a expliqué les raisons de cette décision importante dans une interview exclusive avec la BBC. Elle m'a expliqué qu'il était temps pour moi de prendre une décision difficile pour clore ce chapitre spécial de ma vie. Elle a ajouté que je devais mettre de l'ordre dans mes affaires et m'a expliqué que j'avais décidé de ne pas conserver ces objets. Si je décide de tout vendre, je dois être courageux. Le succès de Bohemian Rhapsody a rapporté à Mary Austin plus de 60 millions de dollars. Pour la famille de Freddie et Mary Austin, sa compagne bien-aimée, le film de 2018 s'est avéré extrêmement rentable. Grâce à une clause du testament de Freddie, Mary a reçu plus de 60 millions de dollars. À la mort de Freddie en 1991, il a décidé de faire don de 50% de ses futurs revenus à Mary Austin. Cela l'a inspiré à écrire la célèbre chanson d'amour « Love of My Life » en 1975. Les 50% restants de ses revenus étaient répartis à parts égales entre ses parents et sa sœur cadette Kashmira Bulsara. L'histoire de Freddie Mercury, en tant que leader charismatique du légendaire groupe de rock britannique Queen, est dépeinte dans Bohemian Rhapsody. C'est l'un des films les plus réussis de 2018 et a rapporté plus de 900 millions de dollars. La sœur de Freddie, Kashmira Bulsara, a reçu environ 25,5 millions de dollars, tandis que les autres membres de la reine ont gagné au total environ 90 millions de dollars grâce au succès du film. Des aspects de sa vie qui n'ont pas été diffusés sur grand écran sont racontés inédits dans Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury. Néanmoins, il existe de nombreuses informations sur Freddie que même la plupart des fans ne connaissent pas. C'est la vérité inconnue de Freddie Mercury. La maison de Freddie n'existe plus.
Freddie Mercury, selon Britannica, est né le 5 septembre 1946 sous le nom de Farrokh Bulsara. Son père était Bomi et Jer Bulsara. Les deux parents ont émigré d'Inde à Zanzibar en Afrique, où bétonnait le futur chanteur de Queen. Mais Zanzibar n'est aujourd'hui ni un pays indépendant, ni du moins un État souverain. Selon Britannica, l'île était située au large de la côte est de l'Afrique centrale dans la première moitié du XXe siècle. Au XIXe siècle, elle faisait partie du territoire britannique. Elle est devenue indépendante en 1963, mais est restée partie intégrante du Commonwealth britannique. Cependant, ce statut n'a duré qu'une durée limitée. En janvier de la même année, un soulèvement communiste a conduit à la chute du sultanat arabe et à l'établissement d'une république. La région a d'abord été gouvernée par les Africains autochtones eux-mêmes qui formaient la majorité de la population. Mais même cela n'a pas duré longtemps. En avril de cette année, la Tanzanie a été formée à partir de la Tanzanie et du Tanganyika. Lorsque la révolution éclate, la famille Bulsara fuit le pays et s'installe à Feltham, en Angleterre, à l'ouest de Londres. Mercury y a terminé sa jeunesse, fréquentant l'Ealing Technical College et la School of Art, qui fait maintenant partie de l'université de West London. Il a ensuite rencontré les autres membres du groupe qui deviendront plus tard Queen. Freddie Mercury aimait collectionner des timbres lorsqu'il était enfant. Freddie Mercury, connu pour son illustre carrière musicale, a eu dans sa jeunesse une passion inattendue pour la philatélie. Entre 9 et 12 ans, le jeune Farrokh Bulsara a rassemblé une remarquable collection de timbres d'époque, aujourd'hui visible dans une exposition itinérante. Le British Postal Museum en parle. L'approche de Mercury en matière de collection de timbres était aussi prudente qu'éclectique. Sur certaines pages, il a organisé ses timbres par taille, sur d'autres par type, et même par couleur ou par lettrage de diverses manières dans son album. Si une page particulière ne disposait pas du tampon correct pour compléter le motif, Mercure laissait des espaces vides, démontrant son œil artistique et son souci du détail dès son plus jeune âge. On pense que Mercure a hérité de son intérêt pour la collection de timbres de son père Bomi, qui était également un collectionneur passionné. Après la mort de Freddie en 1991, Bomi a finalement vendu aux enchères ses collections ainsi que celles de Freddie. Ces collections ont été présentées partout dans le monde au fil des années, de Prague à l'Australie. Il présentait non seulement des timbres, mais aussi un aspect moins connu de la jeunesse du célèbre musicien. Mercury a personnellement conçu le logo de Queen. De nombreux musiciens conçoivent leur propre logo, souvent par nécessité, avant de signer un contrat d'enregistrement, car ils n'ont pas les ressources nécessaires pour embaucher des graphistes. Cependant, la plupart des logos de groupe sont plutôt simples. Black Flag et les Red Hot Chili Peppers utilisent des symboles minimalistes, tandis que Metallica, Kiss et AC/DC stylisent à leur nom, les Rolling Stones ont la langue. Queen se démarquait avec un logo qui ressemblait davantage à des armoiries médiévales, bien que Nirvana préférait un visage souriant, fantaisiste. Le phénix plane sur une lettre stylisée, Q, avec une couronne de bijoux au centre, des ailes déployées et une langue en forme de serpent. Il y a des représentations des signes du zodiaque de chaque membre du groupe autour de ces éléments. Le cancer du guitariste Brian May est représenté par un crabe. Le logo est flanqué des lions de John Deacon et Roger Taylor, tous deux nés sous le signe du zodiaque du lion. Les fées, assises en dessous, représentent la Vierge Freddie Mercury. Cette œuvre astucieusement détaillée est de Freddie Mercury. Grâce à sa formation à l'école d'art, il a pu concevoir un tel logo. Au fil du temps, l'emblème plus élaboré et désormais familier a évolué à partir de la version originale, plus simple, vue pour la première fois sur la couverture intérieure du premier album du groupe. Freddie ne voulait pas se faire réparer les dents parce qu'il pensait que cela l'aiderait. Chanter l'aiderait. Lorsqu'on regarde des photos de Freddie Mercury, il n'est pas rare de remarquer immédiatement ses dents. D'après la musique de Miller, il avait une supraclusion distinctive causée par 4 dents supplémentaires appelées mesiodens. Mercure était très conscient de son apparence et cachait souvent ses dents. Cela pourrait aussi être la cause de sa fameuse moustache. Vous pourriez vous demander pourquoi il n'a pas reçu de soins dentaires. Après tout, Freddie Mercury n'avait pas d'argent, mais il sentait que ses dents supplémentaires complétaient sa voix remarquable. Il pensait que l'espace supplémentaire dans sa bouche provoquait une poussée de sa mâchoire vers l'avant, élargissant ainsi sa gamme vocale. La musique de Miller va encore plus loin dans l'extraordinaire voix de Mercury. Avec précision et exactitude, le chanteur a délivré des tons graves, moyens et aigus sans effort. Notamment, sa gamme vocale variait d'environ 90 2 Hz à 784 Hz, soit de la pédale F 2 à G5, une gamme incroyable de 3 octaves. Pour ceux qui n'ont aucune connaissance des termes musicaux, c'est extrêmement impressionnant. On ne sait pas exactement comment les dents de Mercure affectent ses capacités vocales, mais il était conscient de donner la priorité à ses qualités vocales plutôt qu'aux considérations esthétiques.
En fin de compte, il n'a pas pu gagner sa vie à cause de son apparence. Freddie et Michael Jackson n'ont pas eu un moment facile pour enregistrer. Alors que les deux artistes étaient au sommet de leur carrière en 1983, une collaboration entre deux des plus grandes stars du rock et de la pop, Freddie Mercury et Michael Jackson, aurait dû être un succès infaillible sur le papier. Ils ont emmené 3 duos avec eux. Mercury a commenté « C'était d'excellentes chansons, mais le problème était le temps. Car à ce stade, nous étions tous les deux très occupés. Les particularités et les conflits qui ont caractérisé leur session d'enregistrement sont obscurcis par la réponse diplomatique de Mercury. Selon The Great Pretender, Mercury a appelé son manager avec frustration et a dit à Jackson que Jackson avait ses propres inquiétudes, en particulier concernant la consommation de cocaïne de Mercury pendant les séances. Quel que soit le but recherché des enregistrements, il existe diverses informations, mais les morceaux sont restés inédits pendant des décennies. Les enregistrements sont finalement devenus connus en 2014. Mercure était introverti. Quand vous pensez à Freddie Mercury, vous pouvez probablement l'imaginer commander la scène dans des tenues extravagantes et épater le public avec sa voix puissante. Mais contrairement à son personnage public, la superstar était en réalité plutôt introvertie. Ses proches, notamment ses amis, sa famille et ses collègues qui connaissaient sa vie personnelle, le décrivent comme timide et réfléchi, contrairement au personnage plus grand que nature qu'il incarnait sur scène. Il voulait vivre le plus normalement possible, a déclaré Madame Bulsara, la mère de Mercure. D'un côté, sa vie professionnelle, de l'autre, sa vie de famille. Il est rentré à la maison et a dit « Maman, tu fais tes biscuits au fromage ?» Mercury appréciait les liens familiaux malgré sa renommée et invitait souvent sa mère à cuisiner pour ses camarades de groupe et son équipe. Dans une lettre de Mercy et Queen, Roger Taylor a écrit que personne ne connaissait vraiment Freddie dans la vraie vie. Il était timide, doux et gentil. Il n'a jamais été l'homme de scène. Des sentiments similaires sont également exprimés par d'autres personnes qui connaissent bien Mercure. L'ancien producteur de Queen, Reinhold Mack, l'a décrit comme incroyablement modeste et timide. Ces caractéristiques apparaissent dans de nombreuses représentations de lui. Dave Clark, des Dave Clark 5, a ajouté qu'il était tout le contraire des stars provocatrices dans sa vie personnelle. Il était extrêmement attentionné. Mercury pensait qu'il était un mauvais pianiste. L'héritage de Freddie Mercury est indéniable en tant que l'un des plus grands chanteurs du rock. Il fait fréquemment des listes, soulignant sa présence scénique impressionnante et sa gamme vocale remarquable. Il était clair qu'il pouvait captiver le public lors de la légendaire performance Live Aid de 1985, où ses talents presque magiques ont atteint leur apogée. Même si le piano faisait partie intégrante de nombreux succès de Queen, Mercury n'était étonnamment pas sûr de ses talents de pianiste. Des chansons telles que Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, We Are the Champions et Somebody to Love ont été composées au piano qui mettent en évidence l'instrument. Les notes d'ouverture de Bohemian Rhapsody sont les séquences de piano les plus faciles à reconnaître l'histoire de la musique. Bien que Mercury ait ses compétences, il invitait souvent des musiciens invités à jouer du clavier lors des concerts de Queen. Cela lui a permis de concentrer son attention sur son rôle de leader, où il a captivé le public par son impressionnante présence scénique. Et cela conclut notre exploration du côté le moins connu de Freddie Mercury. Veuillez nous montrer votre appréciation en aimant cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne si vous en avez appris plus sur ce personnage emblématique. Votre soutien est d'une grande importance pour nous. Restez à l'écoute pour des histoires plus intéressantes. La prochaine fois, prends bien soin de toi. Je vais te dire au revoir.